présenter même. Alors c'est un peu particulier parce qu'en fait il n'y a que des étudiants du master, sauf monsieur, bonjour. Oui. Bonjour. Donc peut-être juste pour vous, je vais me présenter moi avant de présenter Anthony, il faut que je parle plus fort. Donc moi je m'appelle Antoine Fauchier et je suis enseignant en sciences de l'information à Grenoble et j'interviens dans le master publication numérique qui est un master de l'ANSIB. Donc voilà, et du coup l'ANSIB, principalement Benoît Éperon et moi-même et toutes les équipes de l'ANSIB a donc invité Anthony Mazur pour présenter son livre Design et humanité numérique qui est publié aux éditions B42. Voilà, que dire sur toi Anthony, que tu es maître de conférence en design à l'université Toulouse-Jean Jaurès, que tu as fait une thèse en esthétique qui s'appelle le design des programmes et qui est disponible en ligne pour les curieux et curieuses, et que tu es aussi cofondateur de 2 revues, Réel Virtuel et Back Office qui est là, c'est un des derniers exemplaires papier du numéro 1, voilà, qui parle aussi de design et de numérique. Et juste avant de commencer, moi je voulais juste préciser 2 choses. Déjà que c'est ce livre-là que tu présentes, c'est le premier livre d'une nouvelle collection lancée par les éditions B42 qui s'appelle Esthétique des données, et que l'ouvrage a 2 particularités. Déjà son format papier, parce que c'est assez rare d'avoir des ouvrages dans le domaine universitaire qui ont ce format-là, ce petit format-là et ce petit prix-là aussi. Et aussi dire qu'il y a un site compagnon qui, comme son nom l'indique, accompagne le livre papier avec un certain nombre de bonus qui permettent d'aller un peu plus loin que le livre papier ou d'aller voir des textes qui sont du coup des sortes d'annexes qui peuvent être lus directement en ligne. Donc c'est bien pratique, mais ça on en reparlera peut-être pendant la présentation. Voilà, je te laisse la parole. Ok, s'il y a des tweetos dans la salle, je commence direct. Le hashtag, vous pouvez utiliser ce hashtag pour transférer des informations. Alors, en fait, ça va plus être une petite conférence sur comment on fait un livre de recherche plutôt que qu'est-ce qu'est ce livre de recherche. Parce qu'Antoine m'avait demandé d'axer sur les pratiques de publication. Du coup, j'ai plus fait ça, ce qui à mon avis sera plus intéressant pour vous, parce que le livre vous pourrez le lire plus tard, donc ça n'a pas trop d'intérêt de répéter les contenus. Du coup, je vais commencer par quelques éléments biographiques pour éclairer un petit peu d'où vient l'ouvrage. Donc un point d'entrée, c'est ma thèse de doctorat, Antoine l'a évoqué, qui s'appelle Le design des programmes, sous-titre Des façons de faire du numérique. Ça ressemble à ça, une thèse. Ça fait 550 pages. Je l'ai débuté en 2008, soutenu en 2014. Je l'ai effectué à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Donc c'est une thèse en esthétique, parce que les thèses en design, en fait, ça n'existe pas vraiment. C'est toujours relié à des disciplines autres, ou connexes en tout cas. Donc ça peut être esthétique, ça peut être infocom, ça peut être informatique, pourquoi pas, voire sciences de gestion ou anthropologie, peut-être pour les domaines de rattachement principaux. Donc moi c'est en esthétique et c'était sous la direction d'un philosophe, Pierre-Damien Huyghe, philosophe des techniques, qui a été le premier chercheur à fonder en France un laboratoire de recherche en art et design, donc à Paris 1. Cette thèse traite de la notion de programme numérique et plus précisément du rapport du design aux pratiques de programmation. Et donc, je ne vais pas faire une conférence sur cette thèse-là, mais juste pour vous signaler que, voilà une vue de la tranche, que du coup, comme je suis designer et plutôt sensible aux questions de design graphique et design web, en tout cas c'est plutôt dans ce champ-là que je m'inscris. Pour moi, c'était logique et même nécessaire d'avoir un travail graphique dans la thèse, à l'endroit de la thèse, pour du coup sortir de ces objets de qualité variable, mais en tout cas qui ne sont pas vraiment pensés pour le lecteur en termes d'ergonomie de la page, si je puis dire, en tout cas de design graphique. Du coup, là, voilà un petit bout du chemin de fer. Donc, vous voyez qu'il y a deux grosses catégories, les pages blanches et les pages bleues. Donc ça, c'est des pages de texte avec des images qui sont comme ça, qui viennent rentrer dans le texte, des vignettes. Donc c'est des petites figures qui sont numérotées et qui se retrouvent à la fin de chaque partie. Donc chaque chapitre est indépendant. Et donc on retrouve ces images cette fois agrandies dans ce qu'on pourrait appeler des cahiers iconographiques qui donc peuvent se lire séparément. C'est-à-dire que ça reprend certes les images qui étaient en miniature, mais c'est aussi accompagné d'images complémentaires avec du coup des chapeaux, des légendes détaillées, et donc on peut rentrer dans la thèse par ces parties iconographiques, ce qui pour moi est important, vu qu'en design on parle beaucoup de formes,
et que donc du coup ça m'interroge toujours quand des publications qui traitent d'art ou de design négligent cette partie iconographique. Du coup il y a environ 300 images dans la thèse. Et peut-être plus important, comme cette thèse parle de programme et d'enjeux numériques, ça m'a paru finalement assez évident et surtout à la fin de la thèse, d'avoir une version numérique, mais ce qui ne va pas de soi, parce que quand j'ai fait un petit état de l'art de ce qui existait dans des thèses soutenues en France en termes de version numérique, j'ai rien trouvé. Enfin, si, j'ai trouvé un exemple, mais qui n'existe plus aujourd'hui, qui était un exemple d'un chercheur en infocom, Alexandre Bonin, en philosophie du web. Mais il n'y avait pas vraiment de travail d'interface, il avait juste, c'est déjà pas mal, mis en ligne les contenus sur un blog WordPress avec un thème adapté qui s'appelle CommentPress, ce qui permettait de commenter chaque section. Donc c'était intéressant, mais il n'y avait pas vraiment de travail sur l'ergonomie. Et ce site est tout simplement plus en ligne parce que WordPress étant assez sensible aux mises à jour, ça finit par cracher pour des questions de sécurité. Donc moi j'ai procédé autrement, il n'y a pas de ce qu'on appelle de CMS, donc de gestionnaire de contenu. J'ai moi-même conçu donc l'architecture du code de A à Z depuis un export InDesign. Alors bon, c'était un peu compliqué du coup, il fallait nettoyer le code. Mais ça permet d'avoir un site au final beaucoup plus robuste qui donc n'a pas besoin d'être mis à jour et qui, moyennant quelques adaptations CSS, donc de style, peut se lire à toute taille d'écran. Et il y a des réglages assez simples, on peut basculer le site en mode jour et nuit, ou agrandir ou rétrécir les polices de caractères et la largeur de paragraphe. Donc c'est pas grand chose, mais ça permet déjà d'avoir une accessibilité au niveau du lecteur déjà pensé, ce qui était le cas pour mon directeur de thèse qui avait des problèmes de vue au moment de la soutenance, et donc il était bien content d'avoir ces réglages-là. Alors, il y avait aussi un début de réflexion, embryonnaire, mais vous verrez que ça a un lien avec le livre, au niveau des compléments. Donc ça, c'est des liens que j'ai ajoutés après la soutenance, que j'ai collectés, qui sont en lien direct avec le sujet. Donc c'est une sorte de deuxième bibliographie complémentaire que j'ai arrêté de maintenir, mais que j'ai maintenu pendant 1 ou 2 ans, 1 ou 2 années après la soutenance. Vous verrez que du coup, il y a une réflexion sur le livre assez proche. Du coup, j'ai synthétisé ces réflexions sur le design des thèses de doctorat, qui peuvent du coup concerner, à mon sens, et qui devraient concerner d'autres étudiants que les designers. Alors, on pourrait me rétorquer que on n'a pas forcément le temps et les compétences. Ça peut se troquer, on peut travailler à plusieurs, il n'y a aucune raison de travailler tout seul. Dans un article de recherche que vous pourrez lire dans cette revue Sciences du Design. En tout cas, il me semble que c'est important d'amorcer ces réflexions au niveau des thèses de doctorat. Au niveau du master, ça se fait un peu plus, parce que les formats sont moins contraints et moins contraignants. Je ne sais pas ici à l'ENSI, vous me direz, mais c'est quelque chose qui il me semble important à réfléchir, que ça, peut-être pour être un peu plus provoquant, mais quel sens ça a d'écrire des mémoires ou des textes compliqués qui nous prennent du temps, qui nous prennent la tête, si après personne les lit et personne ne peut les lire. Alors déjà, la mise en ligne est importante, mais en plus, ça ne suffit pas de les donner, de les mettre en ligne en téléchargement. Je pense qu'il faut en plus se poser la question de la réception et du lecteur. Voilà. Donc autre chose que des textes en timescore 11 ou 12, pour le dire peut-être plus directement. J'ai poursuivi cette pratique de mise en ligne de contenu sur mon site perso, où du coup j'essaye de mettre en ligne à peu près tout ce que je fais, articles, conférences, cours, projets. J'ai même ouvert un blog et j'ai aussi un podcast, donc ça couvre pas mal de choses. Et du coup ces contenus sont mis en connexion par des mots-clés qui permettent de faire des lectures transversales et de montrer que tout ça est plus ou moins cohérent. En tout cas qu'un contenu développé il y a 2 ans peut se retrouver après dans un cours ou dans une conférence ou dans un projet. Donc de mettre tout ça en connexion. Donc c'est presque une petite archive personnelle. Et là, j'ai pas encore pris le temps de le faire, mais il faudrait que je duplique après tout ce qui est écrit sur l'archive HAL, H-A-L, pour une pérennité plus longue. Après, ce qui pose d'autres problèmes, parce que du coup, HAL n'est pas pensé pour archiver des contenus comme du son, des vidéos ou autres. Dans le premier temps, j'essaierai peut-être de mettre ces contenus écrits. Alors, Antoine l'avait évoqué aussi parmi mes activités, là, donc je suis toujours dans les éléments biographiques. J'ai cofondé 2 revues de recherche. Une première revue qui s'appelle Réel Virtuel, qui est une revue d'esthétique, mais qui est en fait plutôt transdisciplinaire et qui traite d'enjeux du numérique. Donc ça, c'est le dernier, non, c'est pas le dernier d'ailleurs, avant-dernier numéro sur le dispositif. Le dernier est sur la thématique du hors-écran. Et donc, c'est au mieux, mais on prend du retard souvent, un numéro annuel. Et ça fonctionne en peer review avec des appels à texte. Ce qui est différent de cette revue que je fais circuler, donc c'est une revue uniquement en ligne, Réel Virtuel. Celle-ci, donc c'est une revue que j'ai cofondée plus récemment qui s'appelle Back Office. En fait, c'est plutôt 2015, mais bon, le premier numéro est sorti en 2017.
mais le projet a mis 2 ans à se monter, qui est une revue qui traite du rapport du design graphique aux pratiques numériques. C'est quelque chose qui n'était pas traité en langue française et même assez peu traité dans d'autres langues, et qui pourtant intéresse de plus en plus d'étudiants et d'étudiantes en école d'art et en école de design. Donc l'idée, c'est d'avoir un numéro thématique et après d'inviter des chercheurs, des praticiens à s'exprimer sur ce thème-là. Donc c'est pas du peer review, cette fois c'est des commandes, ce qui permet d'avoir une vision éditoriale plus précise de ce qu'on veut, et qui est plus ambitieuse aussi dans sa forme que Réel Virtuel, étant donné qu'elle est multi-support, imprimée, donc 1500 exemplaires pour le numéro 1, on a tout vendu, donc c'est super. Et numérique, donc web responsive, on avait hésité sur les formats numériques, mais on s'est arrêté sur celui-là qui est plus simple à maintenir. Donc cette fois c'est annuel, vraiment annuel, et le numéro 2 est prévu pour mars 2018 et traitera de la problématique du tri et de l'affichage des données. Voilà. Bon, je ne peux pas trop m'attarder là-dessus vu que ce n'est pas l'enjeu aujourd'hui. Donc ça, voilà, quelques éléments biographiques. Donc thèse d'un côté, grosso modo. Autre projet important qui a mené à l'ouvrage que je vais vous présenter après, c'est ce projet, cette fois plus concret, collecta.fr. Le site est en maintenance, je suis désolé, mais il devrait revenir en ligne là bientôt. C'est un projet, une archive en ligne sur laquelle j'ai travaillé avec des chercheurs à Paris 1 et à l'École du Louvre, donc des historiens d'art, qui m'ont occupé pendant 2 ans, donc juste après la thèse. Oh bon, je donnais des cours en même temps, mais voilà, c'était en pointillé, où j'ai été impliqué cette fois en tant que designer d'interface pour réfléchir du coup à cette archive en ligne qui consistait à donner accès à plusieurs dizaines de milliers, je crois c'est environ 60 000 documents au total, d'une collection médiévale d'un antiquaire, François-Roger de Gagnères, qui à l'époque, donc au XVIIe siècle, a sillonné toute la France avec 2 assistants à cheval pour prendre en croquis plein de monuments, de vitraux, d'églises, de paysages, de la monarchie, et essayer, il avait déjà une pratique archivistique. Donc ces documents sont assez bien connus des historiens d'art, mais aujourd'hui une partie a été numérisée, je pense environ la moitié. Mais c'est dispersé dans différentes archives en ligne, notamment il y a une bonne partie dans Gallica. Donc là je vous ai mis un screenshot, donc ça se présente comme ça, c'est l'interface classique de Gallica. Le problème, c'est qu'on n'a pas du tout, parce que c'est pas fait pour ça, dans Gallica, accès à la façon dont les documents ont été élaborés, conçus et classés. La logique de classement est totalement perdue. Donc là, par exemple, c'est un vitrail, mais en fait, ce vitrail fait partie d'une série de différents vitraux. Et Gagnères a aussi pris en croquis l'église de différents points de vue, puis après le paysage, donc c'est comme Google Street View, on peut zoomer dedans, et ça c'est très important. D'un point de vue de la conception, est totalement perdu dans ces archives qui ne sont pas conçues pour ça. Donc l'idée c'est de faire un anti-Gallica, d'avoir une interface spécifique pensée pour cette collection. Donc là je vous ai mis la problématique du projet d'un point de vue du design, de donner à voir la structure classificatoire et les usages, parce qu'en fait chaque croquis pouvait ensuite être reproduit, modifié, servir à d'autres choses. Donc pour chaque pièce, originale, copie, texte ou image, ce qu'on ne voit pas du tout sur Gallica, ces strates de conception, puisse retrouver son contexte documentaire, donc ça parlera aux gens de l'ENSIB, chargé des choix et des dessins du collectionneur. Alors, c'est bien beau, mais dans un premier temps, on partait de rien, donc il a déjà fallu définir tout ce qui est architecture dans l'information. Il y a un master à Lyon qui porte ce nom-là. Donc en fait, avant même de penser à l'interface de lecture, on a planché pendant 1 an et demi, donc c'est la majorité du projet, sur qu'est-ce qu'il fallait saisir et qu'est-ce qu'il ne fallait pas saisir. Je donne un exemple simple. Imaginons qu'on veuille placer les images sur une carte de France, ce qui pourrait être sympa pour retracer les parcours de Gagnères. On ne peut pas le faire si on n'a pas anticipé les champs latitude et longitude. Voilà un exemple un peu basique. Donc en fait, on a défini plein de champs, je ne sais plus combien il y en a, mais il y en a au moins une centaine, je crois, au final, qui sont parfois interconnectés entre eux. On peut saisir quelque chose qui est après repris dans un menu déroulant, comme par exemple les auteurs. On ajoute un auteur, puis après on va resélectionner l'auteur. Il y a beaucoup de choses, et notamment aussi toutes les connexions à des bases externes. Plutôt que de recréer, de réinventer la roue, on a plutôt pensé en complémentarité, comment on peut aspirer des données sur Gallica, sur d'autres sites, et les enrichir manuellement. Donc voilà, donc ça c'est une vue de travail du back-office. Donc ça c'est moi qui me suis chargé plutôt de l'architecture des données, alors avec les historiens, chaque champ a été négocié, c'était très très long. Et donc après, c'est poser la question de l'affichage. Donc là, alors c'est pas une vue du site, c'est plutôt une vue de principe. On s'est demandé, on était 2 designers sur le projet. Il y avait Sophie Fétreau qui est maître de conférence en design à Paris 1. Comment on se représente une masse de documents, ce qui est un problème, parce que dans Google, quand vous tapez par exemple une requête,
ça vous dit vous avez 1 200 000 réponses, mais au niveau cognitif, on ne peut absolument pas se représenter qu'est-ce que c'est que ces 1 200 000 documents. Alors là, on en a un petit peu moins, mais quand même, on a environ 50 000 documents. Alors un document, ça peut être un livre, et un livre contient plusieurs pages. En plus, ça se complique. Mais bon, déjà, admettons qu'un livre soit un document, il y a plusieurs catégories. Qu'est-ce que c'est en termes visuels? On s'est dit, on va essayer de 1 document égale 1 point, qu'est-ce que ça donne? On va essayer de faire des cubes. Et bon, voilà, ça donne ça. Et on peut déjà se représenter des proportions entre les masses. Donc là, c'est monument, je ne sais plus, imprimé, etc. Bon, bref, peu importe. Et on voit déjà que c'est plus intéressant que du coup juste un champ de recherche abstrait comme vous avez dans Gallica, dans la base Joconde, ou en fait dans quasiment dans n'importe quel archive en ligne, vous avez toujours des champs multicritères mais qui ne donnent pas ça à comprendre. Alors, on pouvait faire ces points mais ça ne marchait pas. Pardon, je vous explique avant de montrer ça. On pouvait faire ces cubes mais ça ne marchait pas bien, on voulait que ça zoome dedans. On pouvait faire ça techniquement, mais dès que c'est dans le navigateur avec autant de points, ça posait des gros problèmes de performance. Donc on les a mis plutôt comme ça, non plus en 3D. Et donc quand vous tapez une requête dans le champ multicritère, ça éclaire les points. Pardon, le GIF un petit peu rapide. Ce qui permet déjà aux chercheurs de se représenter avec chaque requête les proportions dans chaque grande catégorie du site. Donc ça donne déjà une indication intellectuelle intéressante. Et après, il y avait autre chose qu'on avait en tête mais qu'on n'a pas réalisé, c'était que certaines fiches sont saisies à l'état de squelette et qu'on puisse du coup avoir plusieurs niveaux de gris pour montrer ce qui est saisi et ce qui n'est pas saisi, comme une jauge de progression pour les chercheurs. Ce qui est assez trompeur, parce que quand vous cherchez quelque chose en Google, il y a des choses intéressantes ou pas, mais vous n'avez pas différents niveaux de lecture au niveau des zooms. Voilà. Après, il y a d'autres entrées dans les documents, il y a ces vidéos, il y a ces typologies de vignettes, puis il y a aussi une autocomplétion qui est pensée, et qu'on peut même chercher en chinois et ça marche. Ça, c'est au niveau d'intérêt. Je passe, mais je vais vous expliquer si vous voulez comment ça marche dans les questions. Voilà, les différentes typologies de documents. Donc, il y a des monuments, il y a des cartes, il y a des costumes, il y a tout un tas de trucs. Donc, ça se recharge de façon aléatoire si on n'a pas d'idée. Et les points sont cliquables, on peut aussi naviguer par là. On a aussi pensé, ça c'est intéressant pour ce que vous faites ici, le rapport entre l'interface et l'encodage. Aujourd'hui, en histoire de l'art, peut-être vous avez ça en cours. On encode beaucoup de documents en XML avec la norme TEI, qui est une norme de description, vous connaissez, c'est parfait, ça fait une fois que les gens connaissent, c'est génial. Mais le problème, c'est qu'une fois que c'est encodé, on ne sait pas quoi en faire. Donc, par exemple, les archives nationales, mais la BNF, aujourd'hui, encode beaucoup de choses en TEI, mais ça reste dans des disques durs, parce que personne ne sait quoi en faire, et ça coûte beaucoup d'argent. Donc c'est quand même assez problématique. Donc là, on a pensé, alors on n'a pas tout encodé, ce serait beaucoup trop long. On s'est focalisé sur l'inventaire de 1717, qui est intéressant parce qu'il y a plusieurs strates d'écriture, ce qu'on appelle des mains en histoire de l'art. Et donc on peut encoder chaque strate temporelle. Et donc on a un petit système de boutons cochables ou décochables qui permettent donc d'afficher ou de masquer dans ce que vous avez en dessous les strates d'écriture. Et ça, c'est directement du JavaScript qui est connecté au XML. Donc c'est un exemple assez simple qui peut permettre d'exploiter ces encodages qui sont intéressants, mais qu'à condition que du coup, me semble utile, hein, on pense côté lecteur. Voilà, il y aurait d'autres choses à faire, mais c'est déjà peut-être une première voie possible. Voilà, donc en résumé sur ce projet, mais bon, je suis un petit peu long, mais vous verrez que ça a des rapports avec le livre. Hein. Donc de penser à un système de traduction visuelle, des logiques de classification, voilà, de ne pas s'en tenir à du quantitatif. Aujourd'hui, malheureusement, beaucoup d'archives en ligne, c'est valorisé parce qu'il y a plus ou moins de documents. On dit que c'est mieux s'il y a 20 000 documents, j'en sais rien, peut-être pas. Peut-être que c'est mieux d'avoir 500 documents, mais qu'on ait bien pensé les fiches et les connexions entre les documents. Autre enjeu important, de ne pas imiter l'époque d'origine, mais d'avérer au contraire un écart temporel. On n'a pas fait des faux parchemins, ça n'avait pas de sens, mais parfois ça se fait. Hein. Donc ça ne nous intéressait pas du tout. C'est pour ça que notamment au niveau typo, c'est une police quasiment monospace qui évoque plus l'époque informatique. Ce qui est du coup presque iconoclaste pour ce genre de documents. De travailler avec des techniques contemporaines, donc du XML ou autre, pour repenser les modes d'accès au savoir et de permettre l'exploration, l'extension et la variation. Donc ça, c'est plus des termes numériques. Là, on pourrait très bien étendre cette collection si on avait plus de budget et aller jusqu'à Harry Potter, par exemple, parce qu'Harry Potter est beaucoup influencé par l'image du Moyen-Âge développée par Gagnère. Donc on pourrait aller jusque-là, profiter de ces choses-là. Alors, j'en arrive quand même à ce pourquoi on m'invite, sinon vous allez me dire que je suis hors sujet. Cet essai design et humanité numérique, alors qu'il y a deux sources que vous venez de voir. D'un côté, la thèse de doctorat, c'est une sorte de poursuite des recherches de la thèse, et d'autre part, donc cette expérience pratique du projet Collecta. J'aurais pas pu, je pense, écrire ce livre-là sans ces deux expériences.
Alors au niveau du making-of, donc j'ai soutenu ma thèse en 2014, Collecta 2014-2016. Entre les deux, donc Nicolas Telly, qui est un chercheur en humanité numérique, professeur des universités à Rennes 2, qui était dans mon jury de thèse, m'a proposé donc, de travailler sur un essai qui prolongerait ma thèse. C'était voilà, une intention un petit peu vague. Et étant donné qu'à cette époque-là, il montait cette collection qui s'appelait avant 404, mais on a changé de nom, qui s'appelle maintenant Esthétique des données. Donc il avait passé commande donc, à moi-même d'un essai et un autre essai à Gilles Ruffineau, qui est un professeur à l'école d'art et design de Valence, qui a travaillé sur les CD-ROM interactifs. Donc il y avait 2 livres qui étaient prévus. Bon, il a pris du retard, mais moi j'étais dans les temps. J'ai commencé l'écriture à peu près mi-2015 jusqu'en mars 2007. Donc voilà, grosso modo, 1 année et demie d'écriture, de relecture. On a finalisé, donc ça c'est plutôt côté de l'éditeur. L'éditeur a finalisé la collection d'identité visuelle à la rentrée. Et donc c'est sorti en novembre. Voilà, grosso modo, 1 an et demi d'écriture pour ce qui me concerne. Alors voilà, donc ça se présente comme ça, un petit format, c'était un enjeu, une envie d'éditeur, un positionnement, je dirais, d'avoir un livre accessible, pas trop intimidant pour un livre de recherche, un petit format, qu'on puisse balader. Pas cher aussi pour que les étudiants puissent facilement, c'est important, l'acheter. Et qui est aussi une forme graphique qui soit soignée, ce qui n'est pas souvent le cas pour des livres de recherche. C'est quelque chose qui me tient à cœur. J'ai organisé récemment, Antoine y était, une journée d'échange professionnel à Paris, qui était sur la place du design graphique dans les publications de recherche, au sens large, hein. Livres imprimés, sites web, flyers, sites d'école, sites de laboratoire, il y a encore beaucoup à faire. Mais bon, ça bouge. Je suis assez optimiste que ça change quand même petit à petit. Alors, la problématique du livre, c'est, du coup, elle est dans le résumé, mais grosso, je vous la redonne. En quoi les environnements numériques contemporains actualisent-ils ou non, ça je pourrais le rajouter, les modes de production et de transmission des savoirs, et quelle est la place des designers dans des projets relevant des sciences humaines et sociales? Alors cette question, elle est considérable, parce que je ne peux pas traiter de toutes les sciences humaines. Du coup, voilà, il y a un focus qui est plutôt sur du coup, l'histoire de l'art et le design graphique, parce qu'on pourrait aussi après traiter design produit, d'autres choses, mais je ne pourrais pas tout traiter pour des questions de place et même de compétences. Qu'est-ce que c'est les humanités numériques? Alors une définition assez simple. Alors, dans le champ francophone, c'est quelque chose qui vient du milieu des années 2000, c'est un peu plus ancien dans le monde anglo-saxon. Et une définition simple, c'est du coup l'association ou non, mais plutôt l'association quand même, de pratiques savantes en sciences humaines et sociales et de matériaux numériques, que ce soit du hardware ou du software. Autrement dit, c'est comment des chercheurs en sciences humaines modifient leurs pratiques par du coup l'apparition du numérique. Donc les archives en ligne, c'est un exemple assez simple, mais ça peut regrouper d'autres choses, l'encodage des textes, le travail collaboratif, et en fait ça pose du coup tout un tas de nouveaux défis épistémologiques ou autres. Ça force à déplacer les pratiques. Donc c'est ça que j'ai essayé du coup de réfléchir. Quelle est la place du design dans cette histoire? Au niveau de la méthodologie d'écriture de livres, alors bon, c'est ma méthodologie en fait habituelle en tant que chercheur en design. Du coup d'associer des faits historiques, alors ça c'est un peu nouveau, ça je l'ai plutôt fait dans le livre, mais ce qui est moins nouveau, ce que je travaille plus d'habitude, c'est d'essayer d'associer des concepts théoriques à des pratiques de design ou des pratiques de recherche, donc de tester moi-même des choses, de regarder comment les gens travaillent, et d'essayer du coup de voir quels enjeux plus larges on peut y connecter, notamment du point de vue de la philosophie et philosophie des techniques. Alors, toujours dans la partie making-of, et après je rentrerai un petit peu dans les contenus du livre, j'ai écrit l'ensemble de l'ouvrage dans Google Doc. Alors vous allez me dire, oui, c'est un truc propriétaire. Ok, j'ai testé d'autres choses. Malheureusement, ça fonctionne moins bien d'un point de vue ergonomique. Je le regrette, peut-être qu'un jour ça changera. Mais des solutions comme Framapad, libre de droit, ne permettent pas des commentaires, en tout cas localisés comme ce que permet Google Doc. C'est plutôt à regret que j'utilisais ça, mais ça a bien fonctionné quand même. Donc j'ai tout rédigé dans Google Doc. Donc là c'est un index avec à chaque fois des liens vers chaque partie qui sont d'autres Google Doc. Là c'est un Google Doc, un index de Google Doc en quelque sorte. Ce qui a permis du coup d'avoir des relectures à distance avec Nicolas Telly, avec tout un tas de relecteurs, d'avoir des commentaires, d'avoir un suivi en temps réel et d'éviter d'échanger des fichiers Word à un point final, point j'en peux plus. Enfin, voilà. C'était beaucoup plus facile. Voilà, c'est un petit exemple de commentaire, mais bon, vous connaissez. J'espère comment ça fonctionne. Et puis du coup, après, d'avoir des strates d'écriture. Ici, c'est en vert, mais on peut remonter. C'est assez pratique
dans l'historique des documents, il y a un versionning qui est géré par Google. Et aussi d'avoir un tableau des relectures. Voilà, ici, je m'étais fait un petit tableau de qui devait relire quoi. Voilà, j'avais quelques relecteurs, relectrices pour chaque entrée. Donc, du coup, c'était vraiment très simple à gérer via Google Doc. Au niveau de la structure de l'ouvrage, il se compose de 8 chapitres qui sont comme des pièces réflexives au sens où elles sont autonomes. On peut les lire dans n'importe quel ordre, même si en fait on a quand même pensé à un ordre au niveau de la lecture. Donc ça, c'est quelque chose que j'avais déjà fait dans la thèse, et pour moi c'est important. Voilà, je pense qu'avec l'apparition des supports numériques, on ne lit plus comme avant, on a moins de temps, on est un peu dispersé, donc c'est important aussi de penser ça positivement et qu'on puisse rentrer là-dedans comme on rentre dans un site web par n'importe quelle entrée, en quelque sorte. Il y a des contenus complémentaires en ligne, Antoine l'évoquait, j'y reviendrai, qui sont de 2 ordres, l'iconographie et des analyses de projets, des descriptions de projets. Alors, au niveau donc cette fois de la version imprimée, je vous ai redonné les entrées, je ne peux pas les développer, ce serait trop long, donc il y a une intro mais qui fonctionne comme un chapitre. Voilà, il y a un deuxième chapitre qui est vraiment sur le rapport du design aux humanités numériques. Donc le titre n'est pas usurpé, même si le livre parle d'autre chose. Il y a voilà, d'autres choses, je passe sur l'innovation, la créativité. Alors celui-là est intéressant, c'est un de mes chapitres préférés. Sur le design d'expérience, on pourrait se dire qu'est-ce que ça va faire là-dedans, ça n'a aucun rapport. Bah si, parce qu'en fait c'est des enjeux de design et que certains designers se positionnent comme designers d'expérience à l'endroit de chercheurs en sciences humaines, ce qui pose des problèmes, de nombreux problèmes. Et voilà, donc du coup, il me semble que ce genre d'expression qui circule dans les mondes du design UX, d'interface ou du design tout court, en fait, impacte de fait les rapports entre designers et chercheurs en sciences humaines. Donc en fait, je ne pouvais pas traiter cette question des rapports entre design et humanité numérique sans me poser des questions plus larges sur le rapport du design à la technique, du design même à la société ou à l'économie et même à la recherche. Quelle est la place de la recherche dans l'économie telle qu'elle est, avec notamment les changements en cours au niveau de l'université. Forcément, ça a à voir avec tout ça. Voilà, il y a aussi des focus sur des projets plus précis. Donc là, par exemple, ce chapitre 6, ça part d'une conférence que j'avais donnée à l'école d'art de Cambrai sur un ouvrage, un dictionnaire de Pierre Bell. Alors, j'ai plus l'année en tête, mais c'est, je crois, encore plus vieux que François de Roger de Gagnère. Donc c'est un ouvrage qui a été réédité à plusieurs centaines d'années d'écart par Alexandre Lemonnier, qui est directeur de la maison d'édition Zone Sensible, qui l'a réédité. Et donc voilà, j'ai étudié son process d'édition qui est assez intéressant au niveau notamment des scripts pour automatiser la mise en page. Alors, on me demande souvent, ça je l'ai rajouté pour vous, si c'est ma thèse. Bah déjà non, parce que c'est beaucoup plus petit, donc ça ne peut pas rentrer là-dedans. Et en fait, voilà, donc en fait, il n'y a qu'une partie qui est reprise de ma thèse, alors, entre guillemets, parce que du coup, je l'ai quand même réécrite, c'est la partie sur dispositifs et appareils. Donc du coup, c'est un huitième de la version imprimée. Alors, d'où viennent les autres parties? Il y a 3 parties qui sont, pareil, reprises, mais aussi retravaillées d'articles et de conférences que j'ai donnés après la thèse et qui marchaient bien pour ce contenu-là. Et après, donc, on a 4 parties qui sont inédites et écrites exprès pour ce livre-là. Au niveau du site web, donc des contenus complémentaires. Alors, à la base, il devait être intégré dans la version imprimée, mais pour des questions d'encombrement, le livre a coûté plus cher, il y aurait plus de pages. On a préféré les déporter dans la version en ligne. Donc, c'est un petit peu différent, c'est des descriptions de projets ou d'environnements numériques. Alors, c'est intéressant parce que ça mélange des environnements propriétaires et des environnements libres de droit, étant donné que c'est un peu un état de l'art personnel de l'environnement dans lequel évolue. Alors, il y aurait d'autres choses à mettre, évidemment, le panorama n'est pas complet. Les chercheurs en sciences humaines, notamment sur le web, on est confronté en tant que chercheur à des environnements propriétaires et à des environnements libres, ce qui pose du coup des problèmes, d'ailleurs dans les 2 cas. Et du coup, c'est ça que j'ai essayé d'expliquer et de regarder d'un point de vue du designer. Quelles étaient les interfaces, leur qualité formelle ou leur absence de qualité, suivant les cas. Et donc chaque entrée, chaque exemple est accompagné d'un verbe d'action qui peut du coup s'appliquer à d'autres objets numériques. Voilà, et à la base, donc ça c'est le plan tel que le livre devait être au départ. Ces descriptions de projets devaient s'intercaler entre les parties, et du coup le site web, à terme, permettra de faire apparaître l'ouvrage tel qu'il était pensé au départ.
Donc ça c'est intéressant, du coup c'est pas juste des compléments, c'est aussi le site web permettra de faire apparaître un autre état de l'ouvrage, un autre état possible, il y en aura d'autres. En tout cas, c'est pas juste des choses en plus, du coup ce sera intercalé dans le plan. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, parce que vous avez juste accès au contenu complémentaire, vous aurez accès d'ici 1 an à la version intégrale. Donc ça, c'est des screenshots du livre. Donc, alors, ce n'est pas un site pour le livre, c'est un site pour la collection esthétique des données, mais pour l'instant, il n'y a que mon ouvrage, donc en quelque sorte, ça fonctionne comme un site dédié, qui a été conçu par Kevin Dono et Élise Jay de Designer Graphique, qui sont mes collègues sur Backoffice, qui ont conçu l'ouvrage, et qui donc ont réinterprété la charte graphique de Valence en site web. Donc ça c'est la page d'accueil. Et après donc voilà, ça se déplie. Donc là vous avez accès au contenu complémentaire tout de suite. Et dans 1 an vous aurez accès au texte intégral sans payer en accès libre. Pour l'instant c'est juste le texte intégral est uniquement disponible en version imprimée. Donc on a ces entrées, voilà, ces descriptions de projet qu'on peut déplier et qui sont donc accompagnées d'images. Et à terme vous aurez accès, parce que le livre n'a pas d'image, pour des questions de coût et d'encombrement, mais vous aurez accès à des images du coup dans la version intégrale également, qui viendront s'insérer dans le flux du texte. Bon, au niveau des choix graphiques, c'est la même police, donc je n'ai pas grand chose à dire. Et voilà, ça marche aussi sur téléphone, vous pouvez tester, c'est responsive. Important, donc ça, au bout d'1 an, ça je suis assez content, ça a été négocié avec l'éditeur et avec Nicolas Telly, qui est directeur de la collection, et c'est nouveau chez B42, c'est le premier ouvrage qui sera libre de droit au bout d'1 an. Voilà, je n'ai pas été rémunéré pour cet ouvrage, donc c'était aussi un argument pour faire valoir ça. Enfin, ça m'intéressait que les contenus soient en open access. Donc c'est la licence BY NC-SA, donc vous pouvez redistribuer, modifier les contenus à condition de citer la source, que vous ne fassiez pas d'argent avec, sauf mon accord et celui de l'éditeur, et que ce soit redistribué sous la même licence. Donc ça, du coup, il y a un petit embargo d'1 an, et au bout d'1 an, chacun fait ce qu'il veut. Ce qui, du coup, si l'éditeur fait faillite, je ne le souhaite pas, c'est pas n'importe qui de redistribuer ça. Ça me permettra aussi à moi de le mettre en ligne sur mon site sans demander d'autorisation. Enfin, du coup, on fait ce qu'on veut. Donc, en résumé, sur les versions numériques, contenu complémentaire, vous y avez accès tout de suite. Version intégrale en accès et licence libre au bout d'1 an. Et version EPUB, à voir. L'éditeur voulait en faire un, je ne sais plus trop où ça en est. Mais peut-être que ça viendra. Et voilà, j'ai fini. Je vous ai remis le tag si vous avez des photos ou des questions, ou si vous voulez me joindre plus tard. Voilà, merci. Merci. Je crois qu'Antoine, tu avais des questions pour lancer peut-être la discussion. Peut-être qu'il y en a d'autres avant. Ouais, ok. J'ai essayé d'accéder sur le pratique publication, comme tu m'avais demandé. Moi, je me demandais, mais du coup, vous êtes peut-être pas occupé de... Enfin, comment vous êtes passé du Google Doc à ça, en fait? Ah si, je m'en suis occupé en partie. En fait, c'est parce que ceci doit être maintenu. Moi, je pratique un petit peu la programmation. En tout cas, oui, c'est quelque chose que je connais. Mais il faut que ce site soit maintenu par d'autres personnes. Là, Gilles Rufino, je crois qu'il connaît aussi, mais d'autres auteurs peuvent être amenés à écrire. Et en fait, par exemple, on aurait pu passer par des fichiers statiques en Markdown, mais pour certains auteurs, c'est trop laborieux. Donc en fait, Kevin Dono et Élise Jay ont mis en place un CMS qui est ProcessWire, qui est un CMS libre de droit. Du coup, c'est une interface WYSIWYG avec des boutons, donc on copie-colle le texte et on sélectionne, ça c'est une italique, ça c'est une note de bas de page, ça fonctionne par une interface visuelle, donc c'est moi qui l'ai rempli, qui ai saisi, j'avais un compte et j'ai pu du coup mettre en ligne moi-même les accès une fois que le site était créé, et tout ce qui fait que je peux le maintenir tout seul, ajouter des images, corriger des coquilles ou autres, sans demander l'autorisation. Et pour le passage de Google Doc au livre imprimé, ça c'est vous l'éditeur. C'est B42 qui a récupéré. Ouais. Après ça s'exporte un Google Doc dans plein de formats, donc ça s'exporte en Word, et Word on peut l'exporter plus ou moins dans InDesign, mais ça a été maquetté sous InDesign chez B42. Mais du coup pour le site web c'était du copier-coller en fait? Ouais, bon ça marche bien en fait, on copie-colle depuis Google Doc et ça garde les italiques, ça garde tout. Okay, donc après juste au niveau des notes, il faut faire un petit formatage et importer les images, mais c'était assez rapide. Voilà, maintenant je dois saisir la version intégrale et mettre les images, bon ça j'ai un an pour le faire. Ouais, il était question qu'on puisse acheter un login à la version en ligne, mais du coup je crois que ça se fera pas. Ce sera plutôt un accès libre au bout d'1 an.
Après, on aurait pu imaginer d'autres choses, mais après, c'est vous l'éditeur. Enfin, moi, j'ai pas mon mot à dire vraiment là-dedans, mais on aurait pu imaginer qu'il y ait quelque chose de généré dans le bouquin pour accéder en ligne. Mais ça pose d'autres problèmes parce qu'il faudra générer des codes uniques. Enfin, voilà, c'est assez compliqué. Dans le process, vous avez décrit l'écriture d'un livre amplifié par le web, en quelque sorte. Oui. Il n'y a pas un rebours, en quelque sorte, de la pensée d'avoir un projet global dont le livre, en quelque sorte, serait résumé et des processus d'écriture et de navigation spécifiques au web et ayant une vie propre, mettre le centre de gravité sur le web, en quelque sorte. Ne pas avoir le livre qui est le centre des différentes applis, mais un projet textuel dont le livre serait une modalité. Après, tout dépend de ce qu'on appelle livre. C'est vrai que les frontières se déplacent aujourd'hui. On pourra considérer que le site est aussi un livre. Un livre web, comme c'est Antoine qui a rédigé les textes là-dessus. Après, pour moi, c'est compliqué d'y répondre du point de vue de l'auteur parce qu'il y a des choix que j'aurais peut-être fait différemment ou autrement. Par exemple, enfin, c'est un petit regret, mais c'est dommage que dans le livre, la mention du site soit assez peu présente. C'est mentionné à la fin dans une page de crédit, mais on aurait pu imaginer des renvois visuels dans la maquette, mais il aurait pour ça fallu peut-être plus anticiper les choses. Après, la collection est nouvelle, donc c'est quelque chose qui peut évoluer. Mais en fait, je pense que pour que ça marche, il faut tout concevoir ensemble, plus en amont, d'avoir un point de vue global et réfléchir à deux ensemble. Et du coup, voilà, il y a des techniques aussi plus contemporaines donc qui posent d'autres problèmes, mais de ce qu'on appelle du web to print, de penser à un site web qui peut s'imprimer. Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais du coup, le livre devient une version possible du site web. Voilà, mais après, bon, ça pose aussi problème quand on fait de la série ou en termes de version, de maintenance, plus aussi des problèmes de compatibilité au niveau de la chaîne d'impression. Hein, c'est pas encore parfait. Bon, pour du noir et blanc, là, c'est presque jouable, mais dès que vous les séparez des plaques de couleur, ça devient compliqué, quoi, par exemple. Pour l'instant, après, ça évolue. Hein. Dans 5 ans, je pense qu'on pourra faire quasiment la même chose que dans le design, voire mieux, depuis un site web. Donc peut-être que du coup, le site esthétique des données sera amené à évoluer peut-être de ce point de vue-là, si on prend un point de vue prospectif. Mais après, moi je ne suis pas éditeur, donc c'est à l'éditeur de décider de ces questions-là. Aujourd'hui, je suis en tant qu'auteur. Mais vous faites quand même du coup la revue back-office, non? Ah, pour ce projet-là, oui, je suis éditeur, enfin co-éditeur. Mais je peux répondre sur back-office. Après, sur l'esthétique des données, c'est pas mes choix. Pour back-office, pour l'instant, on passe par InDesign parce qu'on ne peut pas avoir une maquette aussi précise via du web. Okay. C'est pas possible aujourd'hui. Donc on est obligé d'avoir 2 flux de production, un qui passe par InDesign et un qui passe par du web. Et c'est pas Processwire, mais c'est Kirby, qui est un CMS statique en Markdown. Parce que là, on n'a pas de problématique de tableau de bord, vu qu'on prend en charge tout le process. Kirby, ouais, c'est un petit CMS semi-propriétaire. La licence permet de tout casser et tout configurer. Qui fonctionne à base de fichiers texte. Juste sur cette question d'édition, parce que c'est intéressant ce que tu dis sur le positionnement, où là, sur ce livre-là, tu dis clairement voilà, que c'est pas toi l'éditeur et que du coup ce sont des choix d'éditeur sur lesquels toi tu laisses la main à l'éditeur. Mais quelque part, ce livre, il aurait presque pu exister de la même façon que ta thèse a existé. C'est-à-dire que ta thèse, finalement, c'est presque de l'auto-édition, même si c'est un travail collectif, dans le sens où il y a un directeur de thèse, où il y a eu beaucoup de lecteurs, où du coup, il y a aussi été rattaché à un labo, etc. Mais ça reste quand même, en tant qu'objet d'édition, presque l'auto-édition. Et ce texte, quelque part, tu aurais pu aussi le faire avec Nicolas Telly en tant que... C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Je sais pas quel statut il aurait eu du coup, mais enfin voilà, sous je sais pas comment dire, mais en tout cas avec lui, et du coup tu aurais presque pu l'éditer toi-même, de la même façon que tu as édité ta thèse et que tu coédites aussi back-office. Après, quel est le rôle de l'éditeur aujourd'hui? En fait, c'est la question que tu poses. Les rôles sont déplacés. L'auto-édition est intéressante. Ça permet notamment de gagner du temps. Les délais universitaires sont énormes et parfois fatigants quand on est chercheur, quand on a un article qui part au bout de 3 ans, que la pensée a évolué. Ça pose plein de problèmes. Malgré tout, l'éditeur n'a pas qu'un rôle de distributeur. Il a un rôle de conseil, de positionnement, de distribution et de valorisation. Ces rôles-là, dans l'autopublication, ils sont beaucoup plus compliqués à assumer. C'est clair que là, chez B42, ça assure une présence au titre dans 150 librairies en France environ. C'est quand même loin d'être négligeable. Il y a aussi une promotion qui est faite. Ça ouvre à d'autres réseaux. C'est aussi une inscription dans l'histoire qui a déjà plusieurs années chez B42. Et tout ça, clairement, ça donne une amplitude au titre que je n'aurais pas pu avoir sans l'éditeur, quoi. Au-delà de la distribution. Et même d'un point de vue graphique, j'aurais sans doute pas fait aussi bien. Enfin, il y a aussi, le site n'est pas gratuit. Hein. B42 a aussi dégagé un petit budget pour payer les graphistes.
Alors j'aurais pu le faire moi-même. D'ailleurs, il est assez proche de ma thèse dans l'ergonomie, c'est assez intéressant. Mais bon, voilà, d'avoir c'est du luxe en fait, hein, d'avoir eu 2 graphistes pour faire ce site-là. J'ai eu accès à ces outils-là. Et puis après, voilà, on peut toujours extrapoler, faire de la prospection. Mais bon, c'est quelque chose qui est nouveau chez l'éditeur. Donc en fait, il faut plus voir la progression depuis de là où par l'éditeur, plus que ce qu'on pourrait faire après. Je pense qu'il y a déjà du chemin qui a été parcouru au niveau de la licence, au niveau des supports. Beaucoup d'éditeurs n'en sont pas là aujourd'hui. Je pense que t'en sais quelque chose, Antoine. En tout cas dans la recherche. Donc, je pense que c'est plutôt le témoin d'une mutation, cet ouvrage. Une mutation en cours. Et du coup, votre travail, vous êtes vous faites de l'architecture de l'information, de l'ergonomie, du interface utilisateur. Un petit peu, ouais. Bah, en plus du reste, hein, moi je suis enseignant-chercheur, donc enseignement, recherche, c'est déjà beaucoup. Et quand j'ai le temps, je fais d'autres choses. Mais c'est déjà beaucoup de choses à mener. Après, voilà, au niveau des licences, bah, moi de toute façon, quasiment, même tous, hein, quasiment en fait, j'enlève quasiment. Je crois que j'ai rien qui est bloqué. Je négocie avec les éditeurs, les revues. Du coup, en ligne, vous avez sur chaque article ou chose que je fais, vous avez la licence qui est indiquée. Parfois, c'est non commercial, mais il y a une bonne partie où j'autorise la réutilisation commerciale également. Ça, pour moi, c'est un engagement en tant que chercheur. Je pense que la recherche, si elle est bloquée par enfin, ça pose un gros problème. Surtout qu'en tant que chercheur, maintenant titulaire, je suis payé par de l'argent public. Donc, c'est important que ce que je produis puisse revenir au public, puisse circuler. Et ça, c'est entendu comment de la part de l'éditeur? Dans le sens où l'éditeur, lui, il n'est pas payé. B42 ? Ouais, enfin, je suis volontairement un peu provocateur, mais du coup, l'argument de l'éditeur, ça pourrait se dire, mais au bout d'un an, j'ai peur que du coup, si le texte est en libre circulation sous forme numérique, du coup, ça vend moins de livres papier et que ce soit moins rentable. En sachant que tu l'as dit, en plus, c'est un livre qui demande quand même pas mal d'investissement, ce qui n'est pas toujours le cas dans d'édition. Parce que là, il y a eu quand même un travail à la fois sur le dur imprimé par De Valence, plus derrière aussi un travail par de designers graphiques sur l'interface web. Il n'y a pas eu de négociation. Nicolas Telly était aussi partant pour le faire. Donc c'est plus le directeur de collection en fait, qui avait cette idée-là. Enfin, on l'avait édité ensemble. Et en fait, il n'y a même pas eu de négociation. Ça s'est fait naturellement. Je pense que c'est aussi un pari de voir ce que ça donne. Mais il y a d'autres exemples qui montrent que ça peut fonctionner, comme l'éditeur CEF à Caen, qui du coup, mais parfois, c'est encore plus radical, mais parfois directement en licence libre l'ouvrage, et qui a constaté que les ventes n'étaient pas affaiblies, voire même que ça pouvait parfois monter les ventes, de le rendre accessible. Je confirme pour les presses de l'ENSIB. Ça marche aussi pour vous? Ça marche aussi. Bah tant mieux. Donc il y a des précédents qui font qu'aujourd'hui, peut-être les éditeurs sont moins frileux vis-à-vis de ça. Dans le domaine de l'édition universitaire. Oui, puis bah, c'est quelque chose qui est... Alors il y a aussi une loi qui est passée, hein, la loi Ambition numérique, qui du coup autorise les chercheurs, alors en sciences humaines, au bout d'un an, à diffuser leurs productions, si elles sont financées au moins pour moitié par de l'argent public, à les diffuser en ligne. Alors diffuser, entre guillemets, mais pas forcément sous licence libre, mais au moins à les reproduire. C'est plutôt comme ça qu'il faut l'entendre. Mais c'est déjà un premier pas, ce qui interdit à des éditeurs captifs comme Elsevier je ne sais pas si vous laissez de l'argent ici à l'ENSIB chez ce genre d'éditeur, mais qui interdit à ce genre de pratique de refermer, de s'approprier des articles financés par argent public. Où parfois on avait des situations absurdes où le chercheur a payé pour être édité et il doit payer en plus pour accéder à son article. Donc là, du coup, le fait de les diffuser sous licence libre permet de sortir de ça. Donc je pense qu'il y a une prise de conscience progressive qui, du coup, peut-être a commencé par les articles et les revues et qui arrive maintenant à l'échelle des ouvrages. C'est comme ça que je le comprends. Après, on pourrait aller plus loin, on pourrait aussi faire en sorte que la maquette soit sous licence libre, ça posera encore d'autres problèmes. Mais je pense qu'on y arrivera. Et pourquoi tu n'as pas voulu le faire toi-même, le site? Je trouve ça dommage finalement, c'est un peu dans la continuité. Bah, c'est le site de la collection, c'est pas le site de mon livre. Oui, mais justement, j'imagine qu'avec De Valence... Non, mais après, c'est des amis de graphistes, donc en fait, on a pu échanger là-dessus. C'était vraiment dans tes problématiques à toi. Ouais, je pense qu'il aurait été un peu moins bien, hein, je vais être modeste. C'est aussi des gens qui ont plus d'expérience en graphisme que moi, donc c'est vraiment le métier. Mais après, en fait, les choix me convenaient tout à fait, donc ça n'aurait pas eu d'intérêt que je le fasse moi-même. Je suis très content de ce site-là, tel qu'il est aujourd'hui. Puis j'avoue, non, j'ai pas le temps. C'est aussi des questions de faisabilité. Je pense que c'est bien aussi que les compétences soient réparties. Enfin, moi,
Aujourd'hui, je suis plus je fais aussi des sites, mais je suis plus chercheur. Je préfère utiliser mon temps pour écrire des nouvelles choses que monter un site depuis zéro. Il n'y a pas d'autres questions. La réception de vos travaux, elle touche justement les designers ou comment vous percez parmi les gens visés dans les SHS? Est-ce qu'ils s'intéressent et vous demandent des modalités, des compléments? Au niveau de cet ouvrage? De cet ouvrage, de vos travaux en général? Celui-là, c'est trop tôt pour le dire, il est tout neuf. Hein. Pour l'instant, ça circule plutôt dans les milieux du design que dans les milieux des sciences humaines, à voir pour la suite. Hein. Ça a quand même été diffusé dans la petite communauté des humanités numériques. Après, le cercle au-delà, des chercheurs en anthropologie ou autres, je pense que ça va être plus compliqué. Malgré tout, les chercheurs sont sensibles plutôt au process d'édition qu'au contenu du livre. Je pense que ça intéresse. Ma thèse, elle circule plutôt du point de vue du process aujourd'hui que du point de vue des contenus, et ça inspire d'autres chercheurs, jeunes chercheurs qui là sont en train de finaliser leur thèse, et il y aura des versions en ligne, donc je me sentirai moins seul en France, donc c'est super. Donc c'est plutôt en termes d'émulation des pratiques de publication que ça prend. Après, au niveau des contenus, j'ai des articles qui sont cités, hein, notamment peut-être pour vous répondre, Yves Citon, qui est un chercheur en littérature, là, vient de publier une grosse somme qui s'appelle Médiarchie sur les mutations des médias, et dedans, du coup, s'intéresse au design par du coup des recherches que j'ai pu mener. Enfin, du coup, il y a des connexions qui peuvent s'établir. Donc c'est peut-être plutôt du point de vue de sciences humaines critiques ou théorie des médias, archéologie des médias ou infocom que ça passe pour l'instant. Mais bon, je me considère comme étant plutôt au début de ma carrière, entre guillemets, hein, donc peut-être un peu de patience. Je suis en poste que depuis 2 ans en tant que maître de conférence, donc c'est vrai que c'est mon directeur de thèse, Pierre Nemami, qui m'avait dit pour cet ouvrage, sois pas trop pressé au niveau de la réception, ça prend du temps, je pense, ce genre d'ouvrage aussi, à circuler, à être intégré. Ça se lit pas tout de suite, quoi. Je pense qu'il y a un temps de la réflexion qui est pas le même dans le champ de la recherche que du point de vue de l'effervescence des masses médias qu'on peut avoir dans la presse. Moi, il y a un truc dont je ne m'étais pas rendu compte en fait quand ton livre est sorti il y a quelques semaines, c'est que finalement ça illustre assez bien ce que tu essayes de mettre en place en termes de pratique d'écriture, c'est-à-dire de mettre en place vraiment un système global, et du coup de dire que finalement ton travail autour de la thèse c'était une somme conséquente, et que ce livre c'est une espèce de comme si tu avais extrait une partie de ton travail de la thèse et que tu l'avais développé. Ouais, comme un fork, ce qu'on appelle en informatique un fork. On duplique et puis on enrichit. Ouais. Exactement, et du coup on voit bien que ça s'articule, que tous tes travaux s'articulent de cette façon-là, c'est-à-dire que tu n'as pas écrit un livre design humanité numérique en disant tiens, ce sujet-là ça a l'air sympa, je vais m'en occuper, mais ça se connecte directement à tes différents travaux de chercheur. Mais du coup, même au niveau de la matérialité, c'est le cas aussi, c'est-à-dire que du coup il y a le livre papier, il y a le site avec des compléments. Ce que tu montrais aussi, la façon dont tu as écrit le livre, c'est-à-dire qu'il y a des parties théoriques, il y a des parties aussi qui sont plutôt des analyses de cas, qui viennent s'intercaler, illustrer tes propos. Et du coup, c'est assez intéressant de voir que c'est vraiment, je ne sais pas si système ça définit vraiment. Si, ça peut, ça peut. Il y a une cohérence. C'est vrai que moi, ça aurait été bizarre après la thèse, qu'il y a une version en ligne, pour moi, ça aurait été une régression, que le bouquin n'en ait pas, par exemple. C'est ça ça crée des précédents, et une fois que ça s'est acquis, par exemple, si je suis amené à faire un prochain livre, il y en a déjà plusieurs en route, mais bon, plusieurs, c'est pas écrit, mais il y a plusieurs projets en tout cas en discussion avec d'autres éditeurs, c'est clair que j'ai envie d'aller plus loin. Ce serait bizarre que le prochain bouquin n'ait pas de site web, mais le site web, j'aurais envie qu'il soit différent, qu'il y ait peut-être, je sais pas, de l'animation, plus d'interaction, ou des contenus vidéo, ou de la data-vise. Pour moi, c'est à chaque fois des étapes, mais ce serait dommage que ça revienne en arrière. Et peut-être pour répondre à la question d'avant sur je ne sais plus quel était, mais ça me faisait penser à quelque chose, c'est aussi de penser différentes temporalités au niveau des lectures. Ça, c'est important en tant que chercheur. J'évoquais tout à l'heure la difficulté des revues scientifiques, alors pas toutes, mais bon, certaines, où du coup on envoie un article, ça passe par des process, et ça sort au bout de 3 ans, puis entre-temps, c'est pas périmé, mais bon, la pensée du chercheur, elle a évolué. Une façon que j'ai trouvé de contrer ça, c'est de lancer un podcast avec une collègue à Toulouse qui s'appelle Kill by App. Donc on avait envie de réfléchir autour des enjeux des applications numériques,
On s'est rendu compte qu'on avait des recherches qui convergeaient à cet endroit-là. Donc voilà, on s'est dit on va écrire un bouquin, c'est cool. Donc, mais on s'est dit plutôt que faire un Google Doc comme je vous ai montré là, on va essayer autre chose. Parce qu'en fait on fonctionnait beaucoup en discussion avec cette collègue, on fonctionne toujours comme ça. Et on s'est dit plutôt que de faire des brouillons de texte, on va faire du contenu audio comme une discussion et on va mettre en scène ces discussions sous forme de contenu audio. Et on a trouvé un troisième comparse qui travaille pour une radio libre, Radio éphémère à Toulouse, qui donc nous produit le podcast. On s'insère un peu comme un hack dans une émission qui s'appelle CPU Programme, qui est une émission de culture numérique. Et donc on vient tous les 6 semaines faire une émission spéciale sur les enjeux des applications. Donc lui, c'est intéressant, ça lui fait du contenu tout près, voilà, parce que sinon ça lui prend beaucoup de temps à faire cette émission. Et nous, c'est super, parce qu'on n'a pas du tout à gérer la partie prod audio qu'on ne maîtrise pas du tout. Donc c'est lui qui nous met les musiques, qui fait le montage, et en plus c'est diffusé en FM. Donc ça nous apporte en plus des auditeurs, et donc on travaille comme ça, chaque émission comme un chapitre possible de l'ouvrage. Après on liste des ressources pour chaque émission. Là on en a 5, on l'a enregistré la 5e mardi soir à Toulouse. C'est aussi diffusé en ligne et en plus en licence libre, donc c'est super. Pourquoi pas d'autres émissions de radio pourraient prendre des petits extraits et les rediffuser de façon modulaire, parce qu'en plus il fait ça bien, il segmente en plus le programme en JavaScript, donc on peut extraire des petits segments assez facilement. Et donc c'est intéressant, là pour l'instant on a 5 émissions, quand on en aura je pense une dizaine ou une vingtaine, on n'aura plus qu'à tout reprendre, la biblio de chaque entrée, remettre ça dans l'ordre et le bouquin sera prêt, et on aura déjà un site complémentaire fait avant en fait. Pour l'instant le podcast n'a pas encore de site dédié, mais on va le faire. Donc là c'est presque une démarche à l'envers, c'est construire une communauté d'auditeurs, de lecteurs, avant même que le livre existe. Je ne sais pas si ça répond à votre question monsieur, mais je pense que c'est une façon différente de penser le livre, d'anticiper le site dédié avant de l'écrire. Et en fait, le site dédié, ce sera en fait une archive audio, en quelque sorte. Je pense que ça peut être intéressant. Donc voilà, c'est aussi comment en tant que chercheur, on peut se réapproprier d'autres supports, moins nobles, j'en sais rien, mais en tout cas moins identifiés comme les supports de recherche, le livre restant le support clé en termes de culture et d'habitude. Mais voilà, il y a d'autres choses. L'audio, c'est quelque chose. La vidéo, ça pourrait être intéressant. Alors ça demande des moyens plus conséquents. Mais bon, il y a des chercheurs qui sont présents sur YouTube. On a aussi pensé à ça, mais bon, on y va doucement. Déjà, faire de l'audio, c'est déjà assez chronophage. Mais peut-être qu'après, on fera la vidéo, j'en sais rien. La vidéo live, c'est des choses qu'on pourrait faire. Des sessions live de questions-réponses. Puis il y a Periscope. Moi, c'est ça qui m'intéresse en tant que chercheur, c'est de me faire plaisir et d'explorer d'autres choses, quoi. C'est aussi quels sont les outils qu'on a aujourd'hui, les médias, et qu'est-ce qu'on peut en faire en tant que chercheur d'intéressant. Justement, tu parlais de temporalité tout à l'heure. Comment tu fais pour gérer là, ça fait beaucoup de choses quand même, entre faire un livre, faire des podcasts toutes les 6 semaines, faire de l'enseignement, faire de la recherche. Et comment c'est reçu ça aussi, peut-être par le labo auquel tu es rattaché. Je sais pas, tu vois, en termes d'institution, si autour de toi c'est plutôt bien reçu et bien identifié, ou tu as la possibilité de te faire plaisir et tu avances parce que tu as envie d'avancer dans ce sens-là. Ouais, il y a 2 réponses. La première, c'est comment je m'organise. Déjà, il faut mutualiser. Par exemple, j'ai un cours magistral de théorie du design. Si j'ai une séance sur un thème, je peux la travailler en amont en podcast et après réinterpréter ce podcast pour en faire 1 ou 2 cours ou une série de cours. Après ces cours-là, une fois qu'ils sont un petit peu formalisés en slide, je peux très bien après les reprendre, en faire un article qui paraît dans une revue. Donc c'est pas réinventer la roue à chaque support, mais plutôt penser des complémentarités. Alors ça prend du temps aussi, hein. Mais bon, le travail de fond de collecte des sources, dans un sens, il est fait qu'une fois. Donc ça, c'est une première réponse, parce que sinon c'est pas possible. Si je traite à chaque fois des sujets différents, je m'en sors pas. Inversement, une conférence peut donner lieu à 2 cours ou un article. Ça peut être dans tous les sens en fait. Là, un exemple, c'est que j'ai rédigé un article de recherche pour la revue Azimut, qui est une revue de design éditée par l'école, le post-diplôme de l'école de design de Saint-Étienne, qui avait fait une biennale du design sur le thème du travail en 2017. Et donc j'ai écrit un article de recherche qui m'avait demandé. Et cet article, après, je l'ai transformé en séquence de cours. Donc j'ai fait 4 cours sur la notion de travail et c'est lié en design, mais c'était directement basé sur l'article que j'avais écrit. Donc c'est comme ça que je m'en sors. Puis de toute façon, à mon avis, c'est la base de ce que doit faire l'enseignant-chercheur. Il n'y a pas l'enseignant d'un côté, le chercheur de l'autre, c'est une complémentarité entre les deux. Et après, la deuxième réponse que je peux te faire sur comment c'est reçu au niveau du labo, alors c'est toujours, il y a 2 choses, il y a l'enseignement et la recherche. Donc comme dans n'importe quelle fac, on a un département qui s'occupe de la pédagogie, des cours,
et le labo qui s'occupe de la partie recherche. Donc c'est pas les mêmes directeurs, pas les mêmes personnes. Au niveau du département, à Toulouse, c'est Art Plastique Design, donc j'ai la chance d'avoir 3 collègues en design titulaires, une des facs les mieux dotées en France en termes de titulaires de poste, ce qui dans le contexte actuel va pas de soi. On travaille beaucoup ensemble, notamment je travaille beaucoup, pas que, mais avec ma collègue Pia Pandelakis, notamment sur le podcast ou sur des articles qu'on écrit ensemble. Donc il y a une synergie intéressante à cet endroit-là. On fait aussi parfois des cours ensemble. Et au niveau du labo, on a un labo qui est assez dynamique, qui est un labo lettres, arts, théâtre aussi, et art, design. Je travaille pour l'instant pas directement avec des chercheurs en art, mais je me suis rapproché d'un autre labo, qui est un labo en sociologie. Quelque chose qu'on est en train de mettre en place à Toulouse, les rapports design-sociologie. D'essayer de faire des choses ensemble. Et au niveau du labo, c'est géré de façon, cette fois le labo Elle est la créatrice, c'est géré de façon démocratique. On a les budgets qui sont publics, discutés, on a des comptes rendus. Ça va pas de soi, ça a été un peu bizarre pour moi qui avait d'autres habitudes à Paris. On va dire moins lisible, pour dire ça comme ça. Où du coup le labo est assez... n'a pas un budget délirant, mais comme il est bien géré, peut facilement défrayer des conférences, des déplacements ou des publications. Alors il n'a pas aidé pour ce livre-là, vu qu'il était engagé avant, mais sur d'autres projets, il y a des budgets qui peuvent être alloués, donc c'est quelque chose qui est plutôt bien reçu. Et puis là, il y a quelqu'un qui vient, dont le poste vient d'être pérennisé, qui a une mission de valorisation de la recherche et de recherche de financement. Donc là, je l'ai contacté, on va essayer du coup de voir ensemble comment on peut valoriser mieux les pratiques des chercheurs du labo, notamment en ligne. Et qu'est-ce qu'on fait de la recherche-création sur un site web? Comment on peut montrer ça, au-delà de publication texte? Donc là, c'est un chantier assez important, mais en tout cas, il y a des gens au labo qui sont intéressés par ces questions-là. Après, il faudra voir quel financement, mais en tout cas... Bon, ce qui est bien, c'est que la personne qui est sensible à ces questions-là est aussi la même personne qui doit chercher l'argent. C'est plutôt pratique. Mais bon, je refuse en tout cas de penser que tout peut être réduit à des questions d'argent. Il y a des labos qui ont beaucoup d'argent qui ne font pas grand-chose. Des labos qui ont peu d'argent qui font des choses, des labos qui ont peu d'argent qui font peu de choses. Ben, j'y dissocie bien les deux, même si on est d'accord, ça peut quand même faciliter la vie, mais c'est pas la seule raison. Ouais, on peut bricoler le podcast pendant qu'on fait, il coûte rien, quoi. On peut bricoler des choses quand même dans son coin sans beaucoup d'argent. C'est plutôt une question de vision à mon avis qu'une question de moyens. Bon, après, quand on n'a plus de moyens, ça peut aussi réduire la vision, on est d'accord. Ça te va, Antoine? On peut s'arrêter là. Ça, c'est une question. On peut passer au papillote. Ouais. Ok, merci. Merci. Juste pour info, pour ceux qui veulent l'acheter, vous pouvez acheter le livre d'Anthony. Ouais, j'ai ramené des exemplaires. C'est pas cher, c'est 10 €. Il y a pas beaucoup. Vous soutenez la recherche. Si vous êtes fauché, attendez un an, ce sera en ligne. Sinon, la bibliothèque, ils viennent d'arriver à la bibliothèque, donc ils seront dispo. Merci Lantib.